Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous ceux qui vont se rapprocher de cet espace, donc comme nous le savons, un espace ouvert à tous pour découvrir un petit peu les points importants, Fabienne, bonsoir, les points importants de la théorie freudienne, hein, puisqu'elle est à la base de la psychanalyse. Stéphanie, bonsoir. Alors, pour commencer, donc, je vous rappelle, je m'appelle Jean, bonsoir, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo. Cindy, Faucia, bonsoir, Nathalie, Sandrine, bonsoir. Et donc, comme tous les samedis, nous nous réunissons, Marie-Laure, Marlène, Louis, nous nous réunissons donc dans cet espace, Marie, Annick, Lila, bonsoir, dans cet espace de psychanalyse pour tous, pour Rachida, répondre à vos questions, Néléa, Catherine, Françoise, Tana, et répondre à vos questions, et entre autres choses, et vous présenter certaines idées de la psychanalyse. Patricia, bonsoir. Laure, bonsoir. Donc on commence par se dire bonjour. Donc vous savez que vous pouvez aussi nous retrouver sur le canal de YouTube qui s'appelle Clémence Lonis, que vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Là par contre ça s'appelle Lonis Clémence. Bonsoir Olivier. Et aussi sur Telegram. Là par contre ça s'appelle Psychanalyse et Poésie. Laura, bonsoir. Cécile, bonsoir. Donc Arnaud, bonsoir. Et donc, et sur LinkedIn aussi, sur LinkedIn, Gina, bonsoir. Donc, ce soir, j'ai proposé le sujet du travail du rêve. Parce que comme nous savons déjà, enfin tous ceux qui ont l'habitude de suivre cet espace, savent déjà que cet appareil psychique, puisque quand on parle de psychanalyse, on parle de notre appareil psychique, que notre appareil psychique, en fait, il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. Et il travaille, Isabelle, bonsoir, bonjour. Bien évidemment, il travaille aussi la nuit. Jean-Loup, bonsoir. Donc la nuit, et comme il continue son travail, il va fabriquer des rêves pendant la nuit. Et quand il travaille, parce que cet appareil, il travaille, Martine, Monique, Jean-Pierre, il travaille donc à réaliser des désirs. Et on va voir que là, le rêve, ce que va venir nous dire Freud, donc de Jean-Pierre, Doriane, bonsoir, et Féti, bonsoir. Et ce qu'il nous dit, c'est que le rêve est comme une réalisation de désir. Comme dans le sens où c'est Serge, bonsoir, c'est une réalisation de désir, mais dans l'appareil psychique. Donc bien sûr, il va y avoir des conditions tout à fait particulières pour cette réalisation de désir. Donc quand on parle du travail du rêve, on parle de ce chapitre de l'interprétation des rêves, le chapitre le plus long, on va dire, de l'interprétation des rêves, où il va faire référence un petit peu à, pas un petit peu, parce qu'il va le faire de façon très ample, justement ce travail du rêve. Quels sont les mécanismes qui vont rentrer en jeu pour la fabrication d'un rêve? Sabine, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est un sujet très intéressant puisqu'il va nous présenter, il va nous donner plein d'exemples de rêves et plein d'exemples de rêves pour voir et pour montrer comment fonctionne donc cette production du rêve. Alors, il va déjà, parce que le travail du rêve, c'est le chapitre 5 ou le chapitre 6 de l'interprétation, enfin je ne sais plus exactement, le 4, le 5. Et c'est-à-dire qu'il nous a déjà dit beaucoup de choses dans l'interprétation des rêves quand on arrive au travail du rêve. Et une chose très importante, Gabriella, bonsoir, une chose très importante qui nous indique donc dans l'interprétation des rêves, dans ce chapitre,
enfin dans l'interprétation des rêves, une chose très importante, donc bonsoir Marie-Thérèse, c'est que, Estelle, bonsoir, c'est que il dit que le récit du rêve, parce que qu'en psychanalyse, ce qui va nous intéresser, c'est ce que le patient va nous raconter de son rêve. D'accord, ça va être ça, la touche importante. Et donc, c'est pour ça qu'il va nous dire que ce récit que le patient va présenter en analyse avec son rêve, c'est ce qu'on appelle le texte sacré. Le texte sacré dans le sens où, bien évidemment, à l'époque, en 1900, puisque l'interprétation des rêves est publiée en 1900, il y a de nombreuses personnes qui vont s'opposer à la découverte de Freud en disant comment vous pouvez utiliser comme matériel un matériel si peu fiable, si sensible, dans le sens où très souvent, il y a des oublis, le rêve n'est pas complet, on a l'impression que le sujet, il remplit, là, il fabrique en fait son rêve quand il le raconte. C'est pas exactement, et c'est ce rêve-là qui va nous intéresser, c'est-à-dire ce qui va nous intéresser du rêve, c'est pas celui que le patient a rêvé, sinon c'est celui que le patient nous raconte. Donc il y a, Felipe, bonsoir, il y a cette petite différence dans le sens où nous n'allons jamais pouvoir savoir ce que réellement le patient a rêvé, et en plus c'est quelque chose qui ne va pas intéresser la psychanalyse, puisque la psychanalyse va s'intéresser au récit, au texte sacré, au récit, dans le sens aussi où si on pense que, par exemple, parfois Freud il le faisait, et il demandait, alors Freud il faisait des choses et qu'il nous présente dans l'interprétation des rêves, et c'est aussi important de le souligner, pas parce que c'est la méthode à appliquer, sinon parce qu'il nous montre comment fonctionne cet appareil. Rappelons qu'il écrit et qu'il présente l'interprétation des rêves pour montrer comment fonctionne l'appareil. Donc lui il dit, ce n'est pas que je m'intéresse spécialement aux rêves, sinon que je vais utiliser les rêves parce que c'est un phénomène qui arrive à tout le monde, que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un phénomène pathologique, sinon que c'est quelque chose qui est fabriqué par tout le monde et tout le temps, toutes les nuits. Donc il dit, c'est pour ça que je prends cet exemple pour montrer quoi? Pour montrer comment fonctionne l'appareil psychique. Donc le rêve, ça va être l'excuse qu'il va trouver. Donc il va nous montrer, et en plus, donc lui, il fait ses premières... il va nous montrer comment donc il interprète les rêves, et comment il réalise donc l'interprétation des rêves, et, euh, et il va le faire, donc il va le faire à chaque fois d'une manière très détaillée. Hein, c'est-à-dire que c'est très rare de retrouver dans une séance avec un patient la possibilité de voir ce travail si détaillé que Freud nous a présenté. Hein. Mais il nous le montre, et ce n'est pas parce que nous n'allons pas faire correctement notre travail, sinon parce que dans l'interprétation des rêves, c'est un texte théorique qui va nous montrer comment ça fonctionne. Donc il est très détaillé, tous les rêves qu'il va présenter, hein, pour nous montrer dans chaque rêve le point précis qui l'intéresse. Nadine, bonsoir. Alors il va dire par exemple qu'il a fait donc, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on vient de faire dans une séance, Samira, bonsoir, mais il va dire par exemple si on demande à un patient de répéter le rêve qu'il vient de nous raconter, obligatoirement il va faire des modifications, il ne va pas nous raconter exactement le même rêve. Et justement, donc Freud il dit, c'est justement là qu'il va y avoir des choses qui vont nous intéresser. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas que le patient arrive à transmettre la fidélité du rêve qu'il a rêvé, puisqu'il y a une impossibilité à transmettre exactement le rêve que le sujet a rêvé, sinon que justement c'est dans cette déformation, dans cette dernière élaboration que le sujet va faire quand il va transmettre en fait dans une séance de psychanalyse son rêve, que c'est ce matériel-là, ce texte sacré qui va nous intéresser. Et donc quand il propose à un patient de répéter le rêve qu'il vient de raconter, il dit que justement il va s'intéresser principalement au point
où le sujet a modifié, où il y a eu donc une modification dans le récit du rêve. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un texte, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas exactement la fiabilité du texte. Hein, et ce texte récit, ce texte sacré, ce récit, il va être considéré par la psychanalyse comme la matière première. Ça va être notre matière première sur laquelle nous allons pouvoir travailler. Donc, c'est-à-dire que donc quand on parle de travail de rêve, de quoi on parle exactement? De quoi on parle? Parce que on va voir qu'il y a différents types de travail. Donc aujourd'hui, par exemple, je pourrais faire référence à le travail du rêve, c'est-à-dire comment, ce qui intéresse, c'est comment le sujet en fait sa narration. Exactement, ce qu'il va raconter. Marie, savait-il qu'il y avait une modification? Bah oui, puisque lui, il écoutait bien. Freud, c'était quelqu'un, oui, qui écoutait très bien. Et donc, quand on commence, non, le patient raconte son rêve une première fois, et quand il le répète, ben, il dit, tiens, là, il y a une modification. C'est sûrement pour cela qu'on dit qu'il n'est pas bon d'écrire ses rêves. C'est que le sujet raconte que son rêve est suffisant. Exactement, Fabienne. Et donc, Emma dit, un peu comme lorsqu'on raconte notre enfance, ce qui intéresse n'est pas la réalité, mais notre vécu déjà. C'est ce qu'on va dire de notre enfance. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que sinon on irait, on accompagnerait le patient, mais non, ce qui va nous intéresser, c'est comment il en parle, ce qu'il dit de ce qu'il a vécu. D'accord? Donc, et en plus, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il va nous montrer que de la même façon qu'on doit écouter un rêve, on doit écouter de la même façon tout le récit parce qu'en fait, tout le discours du patient dans une séance, c'est notre matière première. Notre matière première. Donc on ne va pas s'occuper à savoir si ce qu'il nous dit c'est vrai, si ce qu'il nous dit il nous ment ou il nous ment pas. Non, nous on prend les phrases, on écoute les phrases. Mais dans ces phrases qui sont écoutées, il y a toujours autre chose que cette apparence, comme dans le rêve. Mais dans le rêve, ce qui est intéressant, c'est que le sujet non plus ne comprend pas ce qu'il raconte, que souvent il y a des rêves qui sont absurdes, mais qu'est-ce que ça fait ça là, pourquoi c'est arrivé là, non? Donc il y a toutes ces choses surprenantes. Donc quand on parle du travail du rêve, on va parler d'un côté, il y a le travail, donc comme je disais, de fabrication, de production du rêve, et d'un autre côté, il y a le travail qui est le travail d'interprétation. Et Stéphanie, bonsoir. Donc ici, on va commencer par voir, et ce qui va nous intéresser, donc c'est le travail du rêve, c'est-à-dire comment Estelle. Et donc Estelle, elle dit, c'est la vérité du patient qui nous importe. Mais c'est pas exactement ça, Estelle, parce que c'est pas la vérité du patient. Ce qu'il nous dit, pourquoi vous pensez que c'est sa vérité? C'est une phrase. Quelle est la vérité du patient? En plus, c'est de la même façon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va nous dire ça, ou même des fois dans la même séance. Il nous dit une chose, et 15 minutes après, il nous dit une chose qui vient contredire la phrase antérieure. Donc, c'est pas exactement la vérité. Disons que nous allons prendre ce texte, pas comme une vérité, Rekia, mais comme plutôt un texte véritable, ou comme quelque chose de vrai, pas de la vérité. Non, la vérité du patient, ça c'est quelque chose de... je veux dire, parce que c'est quoi la vérité de... La vérité, c'est un concept, on va dire. Hein. Donc, quand on fait référence au travail, on fait référence donc au travail du rêve, et que quand on va qu'on va essayer d'aller voir comment s'est fabriqué ce rêve, ben, obligatoirement, nous allons devoir faire une élaboration. Antonio, bonsoir. Ligne, bonsoir. Donc, ça va être une élaboration théorique, ça va être une fabrication. D'accord? Fekrdine, bonsoir. Non, ça va être une production théorique. Parce que nous n'allons pas voir, non, nous n'allons pas aller regarder dans le cerveau du patient le rêve qu'il a réalisé. Ça, c'est pas l'inquiétude, on va dire, ou c'est pas le travail de la psychanalyse. Donc,
c'est pas le travail de la psychanalyse. Par contre, on va s'occuper donc, non, toujours en psychanalyse, on s'occupe des effets. Gada, bonsoir, Nathalie, bonsoir, des effets. Et les effets, ben, c'est le discours du patient, c'est ce qu'il va nous dire. Donc c'est à partir de ce texte, de cette matière première, que nous allons reconstruire, en fait, pour voir à partir, puisqu'on dit que c'est un désir qui se réalise dans le rêve. Donc ce qui va se produire dans l'interprétation, on va dire, l'interprétation, c'est l'interprétation du désir qui est exprimé dans le rêve. Mais pour cela, il va falloir faire, bien évidemment, un travail. Donc il y a, pour pouvoir penser, pour pouvoir interpréter, ben, il faut savoir quel est le travail qui a été réalisé par le patient pour produire ce texte de matière première. Donc, pour pouvoir comprendre le résultat de l'investigation, on va dire, on va devoir avoir un autre matériel. On ne va pas se réduire le travail au récit du rêve, parce que le texte sacré, ce récit du rêve, en fait, n'a pas beaucoup de valeur s'il n'est pas accompagné par ce qu'on appelle le travail de l'association libre. Et c'est ce que va nous montrer, donc c'est ce que Freud nous montre dès le premier chapitre qui s'appelle la méthode de l'interprétation. Dès le premier chapitre, il va nous montrer déjà comment se réalise cette association libre. Et en plus, lui, Freud, il va utiliser ses propres rêves. Et ça va être quelque chose qui est très intéressant aussi de voir, parce qu'on a l'habitude de critiquer comment il peut utiliser ses propres rêves, mais il le faisait d'une façon très scientifique, je dirais, dans le sens où il suivait, lui, très justement sa méthode, et c'est un des patients, on va voir, des patients les plus précis dans cette association libre qu'il se permet de faire. Il se permet de faire aux yeux de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, nous disposons de toute une série de rêves que Freud nous a présentés, donc où il a réussi, lui, donc, à faire cette association libre. Donc, la vérité n'était pas toujours vraie. Lacan a une jolie expression, il parle de vérité menteuse. Plutôt que sa vérité, c'est sa parole qui compte. Exactement. Donc il va nous dire que, et il va nous montrer comment lui il fait, c'est-à-dire que sur chaque rêve, il va prendre un fragment du rêve, et sur ce fragment, il va associer. C'est-à-dire que, Poisson Bleu, Marie-Frédéric, bonsoir. Donc, il va nous montrer que dans cette association libre, ben, elle va dire ce qui va être le plus significatif dans les rêves, c'est justement les détails. Ce qui va être le plus intéressant dans un rêve, c'est le détail. Il dit que justement, l'association libre peut se réaliser sur ces détails. Par exemple, il apparaît un élément dans le rêve de couleur bleue. Et on va s'arrêter sur la couleur bleue. Alors que apparemment elle n'a aucun, on va dire Simona bonsoir, elle n'a aucune importance pour le récit du rêve. On a l'impression que l'importance est ailleurs, puisqu'il y a d'autres éléments qui sont bien plus surprenants. Mais c'est pas ce qui surprend qui va, Marie-Alexandrine, bonsoir. Donc c'est pas ces éléments-là qui vont nous intéresser spécialement, sinon ce sont les détails. Et que par exemple, à partir du bleu, ben, on va prendre le bleu pour dire pour associer à partir de cette couleur bleue qu'on va prendre. Il va parler là dans un rêve que je vais vous présenter d'une barbe, et sur la barbe il va aussi lui associer, et il va montrer comment il fait pour associer, donc pour nous donner un petit peu des pistes de ce qu'il convient de faire quand nous apportons un rêve en séance, parce qu'il dit un rêve tout seul c'est très difficile de pouvoir interpréter. Après, il y a une autre chose, parce qu'il y a ce travail donc en détail, et après il va nous dire que de toute façon, quand le patient présente un rêve dans une séance, d'une manière ou d'une autre, toute la société, tout le récit qu'il va y avoir par la suite, on doit l'écouter comme s'il s'agissait d'une association libre au rêve. Donc ça c'est intéressant aussi, comme si le sujet ne pouvait pas échapper à cette surdétermination, comme il a présenté un rêve, bah en fait, ces associations d'idées vont toujours être en relation avec ce rêve. Hein, Nathalie, barbe bleue. Donc, donc est-ce qu'il va voir dans ces associations
une chose qui va donc lui souligner, c'est que quand le patient commence à associer sur le rêve qu'il a fait, alors le rêve ça peut être 2 lignes, le rêve ça peut être quelque chose de très concis, bon il y en a des plus longs ou des plus courts, mais dans tous les cas, l'association libre va être toujours beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il y a des associations libres, lui il va nous montrer par exemple dans le livre de la monographie, il va nous montrer que c'est des pages d'association qu'il fait. Donc il associe, bon c'est un rêve qui est assez long, ah non il n'est pas si long que ça puisque c'est un petit paragraphe, et en fait il va associer de nombreuses pages pour montrer comment il fait pour associer, et il va nous montrer comment cette association, en fait elle n'est pas exactement libre, parce que ce qu'il va nous montrer c'est que toutes les idées auxquelles qui vont nous passer par la tête et dont on va parler. Alors c'est des détails qui n'ont rien, aucune importance. On va parler du bleu de la tasse que j'ai cassé ce matin et que du coup il y a papa. Donc il va montrer que c'est des petites choses de la vie qui nous touchent. Alors c'est toujours des choses qui sont importantes pour le sujet, même si le sujet ne s'en rend pas compte. Non, parce qu'après il va dire, bah non, la tasse que j'ai cassée, elle m'avait été offerte par un tel et que tata, bon, non, par exemple. Donc pour montrer qu'il y a toujours, et quand on continue à associer, donc on continue, on est parti du bleu, et puis on finit par parler de quelque chose de beaucoup plus important pour nous. Donc, est-ce qu'il va nous dire, donc avec ce matériel de l'association, donc je disais qu'il n'est pas exactement libre, dans le sens où c'est toujours en relation, que les idées qui nous passent par la tête, en fait, sont d'une manière ou d'une autre toujours unies. C'est-à-dire qu'il va dire qu'il y a comme une sorte de grande toile d'araignée où tout des soucis à régler, des cauchemars, les cauchemars, c'est parce que vous êtes angoissé peut-être. Donc, donc on va voir qu'avec ce matériel, donc on dit qu'il est une association libre dans le sens où le sujet doit pouvoir associer, c'est-à-dire dire tout ce qui lui passe par la tête sans juger si ça va être important, si ça va être significatif. Bonsoir Céline. Sinon, de ne pas juger ce qui lui passe par la tête. Donc il va se rendre compte qu'il va se retrouver avec deux types de textes différents. Donc d'un côté, il y a le récit du rêve, et de l'autre côté, il y a l'association libre, donc qui peut faire plusieurs pages, qui est un texte, en général, les cauchemars sont en lien avec l'angoisse, oui Céline. Donc en général, qui va être beaucoup plus long. Et en fait, il va nous dire que c'est le même texte, mais dans un langage différent. Comme si c'était une langue différente. Il va dire, c'est deux versions d'un même texte. Et donc, il va voir que c'est à partir de ces idées latentes, les idées latentes, c'est l'association libre, c'est les idées qui vont apparaître donc Louise, il dit que, mais tous les rêves, Louise, tous les rêves, en fait, c'est, même si ce sont les éléments qui apparaissent font partie de la vie quotidienne, quand on les analyse, sont toujours en relation, au fond, bien au fond, quand on fait une analyse approfondie, c'est qu'ils sont toujours en relation avec l'enfance. Donc il va dire qu'il y a ces deux textes. Et donc il y a le texte de l'association libre où il y a ce qu'on appelle les idées latentes, c'est-à-dire des idées auxquelles le patient n'avait pas pensé, je ne me rappelais plus, mais oui, mais le bleu, ça me fait penser à papa, des trucs que j'avais complètement oubliés. Donc on va dire ça, ce sont des éléments qui font partie, Nidal bonsoir, du préconscient. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va faire référence au préconscient. Et on va les appeler les idées latentes. Et ce qu'il va nous dire, c'est que en fait, toutes ces idées, cette grande quantité d'idées latentes, c'est celles qui vont servir à la production du rêve. Donc, il dit bonsoir. Donc, sans prendre en compte les idées latentes, on ne peut pas interpréter un rêve. D'accord? Donc, on doit avoir ce matériel en général. Après, il va nous parler, on pourra faire aussi une vidéo sur le sujet des rêves typiques, parce qu'il va dire, oui, effectivement, il y a des rêves typiques, et des rêves typiques qui sont en relation, donc il va nous expliquer pourquoi ils sont typiques, et pourquoi. Typique, ça veut dire que nous avons pratiquement tous rêvé.
hein, que nous sommes tous passés par ce genre de rêve. Et donc il dit, ceux-là, c'est les seuls rêves où l'association n'est pas indispensable. Après, nous allons voir que l'association, elle est toujours la bienvenue parce qu'il y a une particularité qui est propre au sujet. C'est-à-dire que le rêve typique, même le rêve typique, qui est rêvé par une personne et par une autre, vient nous dire toujours quelque chose d'un peu différent. D'accord? C'est-à-dire, t'as là bonsoir. Dans le sens où il n'y a rien, mais comme même d'après Freud, le rêve, c'est le gardien du sommeil. Donc le gardien du sommeil, ça on va dire que c'est la fonction du rêve, c'est la fonction et c'est la fonction, on va dire, du préconscient. C'est-à-dire que le désir du préconscient, c'est de maintenir le sujet endormi. Donc ça, c'est une fonction. Mais de l'inconscient, Sonia, bonsoir, mais de l'inconscient, c'est la réalisation d'un désir. D'accord? Donc il y a plusieurs choses, en fait, plusieurs satisfactions dans le rêve qui vont avoir lieu. Donc il va nous parler, il va nous dire que pour reconstruire, il va nous montrer le résultat en fait de ses investigations, de ses recherches. Il va nous montrer qu'il en est arrivé à se rendre compte qu'il y a il va parler de belles écoles. Les bâtiments sont splendides et des couleurs d'une blancheur de lait. Jamais je n'ai vu d'aussi belles constructions. Il faut rêver pour voir des belles choses. Rachid, bonsoir. Donc, Fatia, le rêve est la voie royale de l'inconscient. Exactement. Donc, il va nous dire que pour la fabrication du rêve, il a découvert que dans l'appareil psychique, il y a on va dire quatre ouvriers. Quatre ouvriers qui vont travailler. On rêve toujours. On ne se rappelle pas, ce qui est différent, mais que tout le monde rêve. Hein. Bonsoir Touria. Donc, et que ces quatre ouvriers qui vont participer à la production du rêve font partie de la pensée inconsciente. Ce sont des mécanismes de l'inconscient. Hein. Donc le rêve a une fonction thérapeutique, pas thérapeutique, non, sinon que le rêve est nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil psychique, que l'appareil psychique il a besoin de travailler. Pourquoi pas de souvenirs? Ça, il faut aller s'analyser pour savoir. Donc, nous partons des effets. Et en partant des effets, donc, de ce récit, de ce texte sacré, nous allons théoriquement reconstruire les mécanismes qui sont rentrés en jeu pour la production de ce rêve. C'est-à-dire que nous allons, à partir des effets, reproduire la cause. Ok, très bien, Segnor. D'accord? C'est-à-dire que ça va être une chose qui est très intéressante aussi de la psychanalyse, c'est-à-dire que la psychanalyse, elle ne va pas partir des causes, comme dans les sciences positivistes, où on part des causes et à partir des causes, donc on va chercher dans le passé du sujet pour savoir et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Claudette, bonsoir. Sinon que dans la psychanalyse, on part des effets, on part de ce dont parle le patient aujourd'hui pour interpréter les causes. D'accord? Et on va faire la même chose donc avec le rêve pour interpréter la cause. La cause. Et en plus, on va voir que dans ce que va nous dire Freud, c'est-à-dire que les causes, en fait, Paola, bonsoir, que les causes ne s'épuisent jamais dans les effets. C'est-à-dire que l'inconscient ne s'épuise pas dans la production d'un symptôme, que la cause ne s'épuise pas dans les faits. C'est-à-dire que en partant des effets, on va produire les causes, mais pas totalement. C'est-à-dire que ça ne va jamais être une interprétation complète. Et on va voir qu'il va falloir, non? C'est pour ça que la psychanalyse a besoin d'une formation, d'une analyse du psychanalyste et une formation longue et soutenue, dans le sens où il va falloir pouvoir tolérer cette incertitude. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée de complétude, que le rêve ne va jamais être interprété en disant voilà l'interprétation, poum. D'accord? Sinon que, en plus, il y a des rêves qui peuvent être répétés d'une séance à l'autre et produire une nouvelle interprétation. Pourquoi? Parce que l'association ne va pas être la même.
D'accord? Par exemple. Donc il y a toujours cette idée d'incomplétude qui va nous accompagner tout au long du travail et qu'il va falloir donc tolérer dans le sens où ce n'est pas que la psychanalyse, ce n'est pas une discipline qui vient apporter une réponse finie, terminée, ça y est, ça s'emboîte là et c'est terminé. Sinon que c'est quelque chose qui est ouvert et toujours disponible à de nouvelles interprétations. Donc on disait qu'il s'agissait des 4 ouvriers qui vont participer à la fabrication du rêve. Et il va parler de ces mécanismes et il va dire qu'il y a un premier mécanisme qui s'appelle la condensation. Donc la condensation, c'est un mécanisme de l'appareil psychique. Ensuite, il va parler du déplacement. Alors, déplacement, on a déjà eu l'occasion très souvent de le voir, dans le sens où, au lieu d'avoir peur de mon père, j'ai peur de l'araignée, de la petite fourmi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement. Donc la peur est la même, mais elle ne correspond pas à la véritable peur. Ok? Oufela, bonsoir. D'accord? Donc il y a un déplacement. Donc nous savions déjà que le déplacement existait. Donc pour la fabrication du rêve, le déplacement aussi va être nécessaire. Donc il y a condensation, déplacement. Ensuite, il y a ce qu'il appelle la mise en scène. La mise en scène, et ensuite il va y avoir ce qu'il va présenter comme l'élaboration secondaire, c'est-à-dire le dernier travail qui va se faire, c'est-à-dire que il va dire que l'élaboration secondaire, en fait, fait partie pratiquement de la pensée consciente, parce qu'elle réagit face au rêve comme la conscience, en fait, réagit à n'importe quelle représentation de la perception. C'est-à-dire que face à la perception qui se présente, la conscience toujours va donner une explication, va toujours essayer de, on va dire, bon, mettre des mots d'un côté, mais on va essayer de la rendre compréhensible. Non, c'est le moment où, en fait, le rêve, c'est un état d'inconscience. Donc, non, c'est pas un état d'inconscience, tout à fait, non? C'est pas parce que des fois, le sujet il se rend compte qu'il est en train de rêver. Non? Ou il est en train de... Et il se dit, non, non, tu peux continuer avec ton rêve. De toute façon, c'est un rêve. Tu peux continuer. Il n'y a pas de problème. Des fois, on se rend compte qu'on est en train de rêver. Non? Donc, c'est pas exactement... C'est pas un état d'inconscience. Donc, pour terminer avec l'élaboration secondaire, donc on va finir par le dernier point, on va voir qu'il y a donc toujours, pour pouvoir raconter un rêve, parce que le rêve, c'est des images. Hein, de temps en temps, il y a des phrases, mais en général, ce sont des images, donc il va falloir mettre des mots sur ces images. Et donc, c'est cette élaboration secondaire, donc de pouvoir raconter le rêve. Pourquoi? Pour qu'il soit, pour qu'on puisse mettre des mots, pour qu'on puisse mettre des phrases, même si le rêve n'est pas compréhensible, le récit du rêve, lui, il est compréhensible. Hein. Et donc, c'est un mécanisme qu'on va appeler un mécanisme de catalysateur, en fait, qui va venir catalyser, en fait, la pensée inconsciente, non? Et pour qu'il soit assimilé par la conscience, pour que la conscience puisse le transmettre. Bon, on va parler aussi de ce processus donc de la condensation. Alors la condensation, c'est un processus qui est très intéressant parce que est-ce que le rêve est fait pour le déplacer jusqu'à la conscience pour qu'il soit compréhensible pour la personne? Donc justement, le déplacement, non, ça va être un mécanisme qui va être mis en jeu pour que le patient ne sache absolument pas ce qui lui est arrivé, quel est le désir qu'il a réalisé. Il n'en sait rien, parce qu'il a besoin de l'interprétation, parce que sinon il n'en sait rien du tout. C'est pour ça qu'il va y avoir ces instruments qui vont produire le rêve, ce sont des instruments qui vont servir à déformer le rêve pour qu'il puisse arriver à la conscience et que le patient dise oh, « je ne comprends pas ce que je rêvais, mais c'est vraiment bizarre, c'est toujours bizarre, on ne comprend jamais les rêves. » Et si on les comprend, on est à côté de la plaque toujours. Hein. Non, même ces rêves où on peut penser « ah bah oui, c'est normal, j'ai rêvé de ça parce que hier ou parce que là... » Non. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est toujours un déplacement. Donc, il y a toujours donc, et un mécanisme, donc il y a le déplacement et l'autre mécanisme, c'est la condensation. Alors la condensation, on va voir que c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où, premièrement, donc on a vu qu'il y avait la concentration du récit. Parce que si Freud nous dit que les idées latentes, que cette association libre que le patient a produit pendant la séance, c'est le matériel qui a servi à produire le rêve,
ça veut dire qu'il y a eu une grande condensation vu la différence de, on va dire, la différence du matériel. Donc on voit déjà là qu'il y a une concentration. Et d'un autre côté, Alessandra, bonsoir, et d'un autre côté, quand il parle donc puisqu'on a toujours la sensation, le catalyseur, c'est le processus qui permet de mettre le rêve en mots. Je ne sais pas si on peut dire ça directement. Anne, pourquoi n'est-il pas souhaitable de lire le texte écrit d'un rêve juste au réveil en séance? L'écrit comporte pourtant tous les détails qui se perdent immédiatement après. Mais Freud, il va dire que une analyse, ce n'est pas ce qui va intéresser dans une analyse, ce n'est pas spécialement les rêves. C'est les rêves qui vont passer par la tête du patient. C'est-à-dire que si on les écrit, c'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre à dire. Donc vous venez avec votre récit déjà écrit. Non? Parce qu'on va parler du rêve, les patients, des fois, ils commencent à parler, et puis tout d'un coup, ils disent « Ah, ça me fait penser, quand je me souviens de mon rêve. » Non? Ce sont des éléments déguisés, exactement par là. Donc, c'est si ça apparaît dans la séance. C'est-à-dire que ce n'est pas un matériel spécifique, on dit « Oui, oui, nous allons tous les rêves. » Non, non, la psychanalyse ne s'intéresse pas spécialement aux rêves. D'accord? Donc ça, c'est une précision importante, merci pour la question. Dans le sens où c'est un élément qui peut apparaître, où le sujet peut présenter son rêve, mais ce n'est pas un élément indispensable ni le cœur du sujet. Il me semble que certains rêves sont une réalisation de fantasmes puisqu'ils ne sont pas sophistiqués. C'est une réalisation de désir, on dit les rêves. Alors, donc on disait que, pour revenir à cette idée de condensation, d'accord, c'est que les images qui apparaissent dans les rêves, en fait, ce sont des mots, d'accord, des syllabes. Et il va dire que nous devons faire la lecture du rêve très souvent comme s'il s'agissait d'un rébus. C'est-à-dire que sur chaque élément, on peut associer. Et donc, comme je disais, on peut interpréter plusieurs fois le même rêve, c'est-à-dire qu'on n'en finit jamais avec l'inconscient. Bon, après, dans un autre chapitre, il va nous dire qu'il y a le nombril du rêve, où il arrive à un moment où on dit stop. C'est-à-dire que on va voir que quand on va interpréter Daniel, bonsoir, non, quand il y a l'interprétation clé, on va dire, qui va fermer qui va toucher le nombril du rêve. Et donc là, mais bon, ça c'est un autre concept théorique. Donc, et que c'est-à-dire qu'à partir de la pensée consciente, nous ne pouvons pas avoir accès à la pensée inconsciente. Parce qu'en plus, la pensée inconsciente, elle fonctionne d'une manière tellement différente de la conscience que nous ne pouvons pas avoir accès. Non, que ça va être la possibilité d'avoir accès uniquement avec l'interprétation. Donc, la condensation, par exemple, dans un rêve, une chose qui arrive très facilement, c'est, on va voir, Walissa, bonsoir, les rêves peuvent donner des éléments sur ce qui nous préoccupe, mais pas sur une préoccupation consciente. D'accord, bien sûr que c'est pas exactement ce qui nous préoccupe, c'est quelque chose qui est très important pour le sujet. C'est quelque chose qui est important. Mais ce qui est important pour la conscience n'est pas obligatoirement ce qui est important pour l'inconscient. D'accord? Donc, pourquoi certains rêves reviennent souvent? Parce qu'ils n'ont pas été interprétés. Donc, il faut interpréter, il faut les analyser, il faut passer par ce travail d'élaboration. Donc, on va dire, par exemple, dans mon rêve, j'étais dans la cuisine. Ah, mais je ne sais pas si c'était la cuisine ou peut-être que c'était la cave, parce qu'il y a une partie... Alors, Freud, il dit, ce n'est pas ou une chose ou l'autre. C'est la cuisine et la cave. C'est-à-dire que dans le récit du patient, à chaque fois qu'il va apparaître le ou, c'est ça ou ça, on transforme le ou en et. C'est ça et ça. Et donc on va voir qu'il y a, dans l'écoute du psychanalyste, on va dire qu'il y a une condensation. Les rêves sont-ils ce que nous refoulons? Ce qui a été refoulé, non? Oui, si vous voulez. Pourquoi quoi? Oh voilà, je ne sais plus pourquoi quoi. Donc, et il va nous expliquer qu'un matériel très fréquent, c'est aussi dans la condensation des personnages. Donc, j'ai ramené un exemple là pour voir ce soir avec vous d'un rêve de Freud qui est très bien.
qui est très explicatif, très didactique, et pour voir comment il condense en une personne de ce rêve, oui, il va y en avoir plusieurs. Hein. Et on va voir que ces plusieurs personnes, elles ont tout un point commun, parce qu'elles ne sont pas réunies par hasard. Alors, je vais vous raconter ce rêve, pourquoi le ou se transforme en et. Bah, ça, c'est c'est-à-dire que le ou n'existe pas dans l'inconscient. D'accord? Il n'y a pas une chose ou une autre. Si je dis les deux choses comptent. Hein. Les rêves prémonitoires sont-ils une perception consciente dans la pensée inconsciente? Les rêves, Tana, les rêves prémonitoires, ben, il faut les étudier. Non, il faut les étudier parce que la psychanalyse, elle a étudié les rêves prémonitoires pour les expliquer, on va dire, d'une autre façon. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exactement prémonitoires. Donc, il y a un rêve que Freud va nous raconter, c'est le rêve de son oncle Joseph, pour ceux qui connaissent déjà. Non. Et donc, parce que c'est un petit rêve simple, et il va nous expliquer, il va nous montrer comment il fait pour analyser son rêve. Donc, il va nous expliquer, il va dire, c'est un rêve, donc nous sommes au printemps de 1897, et il dit qu'il a appris qu'il y a 2 professeurs de l'université dans laquelle il travaille qui l'ont proposé pour une nomination comme un grade, un nouveau grade de professeur extraordinaire. Et donc, lui, il est ravi, il reçoit cette information qui dit qu'il y a 2 professeurs de l'université qui l'ont proposé comme candidat à professeur extraordinaire. Et donc, pour lui, c'est une super nouvelle. Il est très surpris. En plus, il dit, ces 2 professeurs, c'est pas vraiment des pistons. Donc, ils ont parlé de moi en bien. Donc, c'est vraiment, ce serait quelque chose, il trouve que il est ravi par ce commentaire. Donc, mais en même temps, il se dit, donc là, c'est ce qu'il pense avant de rêver, mais qu'il va nous raconter après le rêve. Non, donc, ça peut être considéré comme l'association libre. Mais lui, il nous le raconte comme quoi c'est ce qui s'est passé, en fait, avant le rêve. Ce sont les éléments dans lesquels, auxquels il avait pensé. Et donc il dit que de toute façon, lui, il ne veut pas attendre de reconnaissance spécifique. Il dit que j'ai rien à attendre de ça. Et en plus, il dit qu'il y a d'autres de ses confrères qui savent qu'ils ont déjà été nommés, qu'ils n'ont pas été nommés, sinon qu'ils sont aussi candidats et qui sont avant lui, qui ont été candidats avant lui, et qu'en plus, en général, ce sont des confrères qui ont plus d'expérience que lui, qu'il devrait déjà être donné à ses confrères. Et que en plus, ses confrères qui ont été candidats, qui sont candidats depuis un certain temps, ils n'ont jamais été nommés. Donc il dit, je n'ai pas supposé que moi, du coup, je vais être nommé. Donc, et en plus, il se dit à lui-même, je ne suis pas, que je sache, ambitieux. Il dit, j'exerce mon activité médicale avec un succès satisfaisant, même si je n'ai à me recommander d'aucun titre. Donc, il dit, il ne s'agissait pas du tout pour moi de déclarer que les raisins étaient mûrs ou verts, puisque sans aucun doute, ils étaient accrochés trop haut pour moi. Et une autre chose, donc ça c'est une réflexion qu'il a avec lui-même, et un soir, il dit, un soir, il y a un confrère qui est ami aussi, qui lui rend visite, et qui lui aussi a été, donc, qui est aussi candidat à cette position de professeur extraordinaire. Et, et donc lui, ça fait déjà un certain temps qu'il est candidat, et donc il va régulièrement au ministère pour essayer d'avoir des informations. Et il dit que la dernière fois, il raconte donc à Freud qu'il y a été carrément, et qu'il a dit, qu'il a demandé si c'était pour des considérations confessionnelles qu'il n'avait pas encore eu le titre. Et qu'on lui a répondu, que sans lui répondre directement, mais on lui a fait comprendre que ça jouait contre, non, c'était en jeu, c'est-à-dire que c'était un juif, et que comme juif, ben, on n'allait pas lui donner le poste de professeur extraordinaire. Donc,
Donc, du coup, lui, Freud, il a dit, bon, donc, c'est la même chose qui va m'arriver. Moi aussi, je suis juif, donc je ne vais jamais être nommé. Hein. Et donc, il dit, le lendemain de cette visite de cet ami, il a donc le rêve suivant qui lui était présenté. Et il dit que c'est un rêve qui se présentait de deux pensées et de deux images. Une pensée et une image se faisant suite l'une l'autre. Et alors, il va, avant de nous raconter le rêve, ou juste après, alors non, et il dit que dans l'après-midi, il se souvient de son rêve, parce qu'au matin, bon, il s'en est souvenu, mais il n'avait pas fait attention, et dans l'après-midi, il se rappelle son rêve, et il dit non, c'est une connerie ce rêve, je ne veux pas m'en occuper. Et après, il dit, si un patient te disait ça, qu'est-ce que tu dirais? Ah, il dit, ouais, effectivement, je vais aller travailler mon rêve. Et donc, alors lui, il écrit son rêve, mais pour l'association. Et donc, le rêve, c'est deux phrases. Donc, il y a la première phrase qui dit « L'ami R est mon oncle. J'éprouve une grande tendresse pour lui. » Deuxième phrase « Je vois son visage quelque peu modifié devant moi. Il est comme étiré en longueur. Une barbe jaune qui l'encadre ressort avec une particulière netteté. » Donc, il va commencer à associer. Donc, il va déjà souligner le fait qu'il ne voulait pas rien savoir a priori de ce rêve, c'est-à-dire que ça cachait quelque chose que lui, donc là, on va dire c'est une vérité de lui. Non, c'est quelque chose qui vient parler, une vérité dans le sens ça vient parler de lui. Ça dit quelque chose de lui. Donc, au départ, il a dit non, je ne veux pas m'occuper de ça. Non. Donc, il va commencer l'association. Il va dire R et mon oncle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il va dire « Je n'ai pourtant qu'un seul oncle, l'oncle Joseph ». Et en bas de page, il est indiqué que Freud, il a 5 oncles. Mais dans son association, il dit qu'il n'en a qu'un seul, c'est l'oncle Joseph, c'est-à-dire le seul qui nous intéresse. Donc vous voyez que ce n'est pas la vérité qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que dit le patient. Il a un seul oncle, c'est le seul oncle qui nous intéresse, c'est l'oncle Joseph. Et donc, et il dit, avec lui d'ailleurs, ce fut une triste histoire. Un jour, il y a plus de 30 ans de cela, poussé par l'appât du gain, il dit, il s'était laissé, l'oncle, il s'était laissé entraîner à commettre une action pour laquelle la loi prévoit une peine sévère. Et il fut d'ailleurs frappé par cette peine. D'accord? Il a été donc condamné. Je crois qu'il avait falsifié des monnaies. Et il va à continuer donc à associer. Il dit que son père avait eu beaucoup de chagrin, donc c'était son frère, il avait eu beaucoup de chagrin, et il dit qu'il devint alors gris en peu de jours. Et que son père avait l'habitude de dire « L'oncle Joseph n'a jamais été un mauvais homme, ni un délinquant, mais, alors ça c'est selon les traductions qui ont été faites, ici il parle de tête faible, il y en a d'autres qui disent qu'il était stupide. » Et c'est ainsi que parlait son père de son frère. D'accord? Et donc lui il dit, si donc l'ami R est mon oncle Joseph, je veux dire par là que R est stupide. Donc, alors lui, Freud, il rejette cette idée au départ, il dit c'est très désagréable de penser, parce que l'ami, c'est un ami R qu'il estime, qu'il a de la reconnaissance, etc. Et de penser qu'il est stupide, il n'aime pas du tout, non? Alors, mais il continue. Donc, il dit, mais il y a là ce visage dans le rêve, avec les traits allongés et la barbe jaune. Et il dit, mon oncle avait en effet un visage de ce genre, allongé, encadré par une belle barbe blonde. Mais par contre, mon ami R était d'un noir, sa barbe était d'un noir intense. Mais quand il a commencé à grisonner, il dit que en fait, la barbe noire est passée poil après poil, il dit, par un changement peu réjouissant de couleur. Elle devient d'abord brun, rouge, et puis jaune. Non, et pourra enfin finir grise. Et il dit, c'est à ce stade que se trouve la barbe de mon ami R. Et donc il va dire que la sienne aussi, non, elle se retrouve comme ça. Donc il dit, le visage que je vois
dans le rêve est en même temps celui de mon ami R et celui de mon oncle. Condensation. Et donc il va dire alors il dit, c'est pas possible, je ne vais quand même pas penser que mon ami R est une tête faible ou quelqu'un de stupide, comme disait mon père de mon oncle Joseph. Alors il dit, je ne soupçonne pas encore à quelle fin j'ai établi cette relation, non, contre laquelle il me faut sans cesse me rebeller. Donc il va contre lui-même pour pouvoir continuer, parce qu'il n'est pas content du tout à avoir ce genre de sentiment, non. Et il dit, parce que même si mon oncle est un criminel, mon ami R est irréprochable. Non. Et donc il va dire, si ce n'est la punition qu'il encourt pour avoir, avec son vélo, renversé un apprenti. Et ce serait à ça à quoi je fais référence. Bonsoir Céline. Ok. Donc on est en train de raconter un rêve de Freud. Et donc il dit que... mais là, il me vient à l'idée une autre conversation que j'ai eue avec un autre confrère, le confrère N. Il dit, et sur le même sujet. Il dit qu'il a rencontré N dans la rue et que il lui a donc fait un commentaire que lui aussi il était candidat au grade de professeur extraordinaire. Et il le félicite à Freud en disant, je sais que vous aussi vous êtes candidat. Bonsoir Anne. Et donc il lui dit que de toute façon, son ami, son confrère N, il lui dit que de toute façon, lui, il ne va pas l'avoir parce qu'il y a une personne qui a déposé une plainte en justice contre lui et que même s'il a réussi à arrêter la plainte, à arrêter l'enquête, il dit c'était une vulgaire tentative de chantage et il dit que même si cette plainte, en fait, elle a été retirée, il dit cette affaire contre moi existe toujours. Hein. Mais il lui dit, donc son confrère, il dit mais vous êtes irréprochable. Donc il dit Freud, j'ai donc là d'un côté un criminel, mais en même temps aussi l'interprétation et la tendance de mon rêve, non, qui dit que mon oncle Joseph figure pour moi les deux confrères. Les deux confrères, donc j'ai les deux confrères, un qui est considéré comme un délinquant par la justice, et l'autre qui est considéré stupide. Donc il a été en cherche chez deux, il dit. Donc il dit, je sais ainsi maintenant à quelle fin j'ai besoin de cette présentation figurée. Si ce sont des considérations confessionnelles qui sont déterminantes pour le report de la nomination de mes amis R et N, alors ma nomination est également mise en question. Mais si, comme dans mon rêve, je peux déplacer la mise à l'écart de chacun d'eux sur d'autres raisons qui ne me concernent pas, alors mon espoir reste intact. C'est ainsi que procède mon rêve, il dit. Il fait de l'un R un stupide et de l'autre N un criminel. Mais moi, je suis ni l'un ni l'autre. D'accord? Donc on va voir dans ce rêve ce qu'il nous présente, c'est donc qu'il rêve qu'il peut encore, garde l'espoir d'être nommé. D'accord? C'est un rêve pour garder l'espoir d'être un jour nommé professeur. Mais cet espoir, bien sûr, c'est un déplacement. Parce que c'est pas exactement ça. Après, on ne continue pas l'interprétation. Freud veut juste nous montrer ce phénomène de condensation. Donc on ne va pas continuer l'interprétation, le travail du rêve pour aller jusqu'à l'interprétation, mais il va nous montrer comment en fait comment se produit ce système de condensation, et aussi pour nous souligner, enfin on peut penser que en fait l'interprétation n'est pas réalisée, sinon que c'est l'espoir. Non? Il dit mon espoir reste intact. Mais l'espoir de quoi? Donc on pourrait continuer. Non? On pourrait continuer le travail pour voir ce déplacement. C'est un déplacement sur quelle autre idée de Freud? Non? Ou de pourquoi, non?
il va pouvoir, il dit, j'ai échappé à la pénible application que j'aurais dû faire à ma propre personne de la nouvelle apportée par R de ce que le fonctionnaire lui avait avoué, non, en disant, donc, il va dire, donc, comment il a réussi à dire, ça n'a rien à voir avec moi. Hein, ça n'a rien à voir avec moi. Donc voilà, c'était un exemple de rêve, donc dans l'interprétation des rêves de Freud, dans le chapitre de Le travail du rêve. Et il y a de nombreux exemples, mais une grande quantité d'exemples, donc pour expliquer le mécanisme de déplacement, pour expliquer le mécanisme de condensation. Alors on va voir que pour qu'il y ait condensation, il y a obligatoirement déplacement. Vous avez vu comment il a déplacé les personnages l'un l'autre pour que, donc il y a eu déplacement pour qu'il y ait non, la condensation. Bonsoir. Au revoir Marie-Laure. Donc c'est intéressant et après il va nous présenter d'autres rêves pour nous montrer comment fonctionne la mise en scène et après l'élaboration secondaire. Donc pour voir un petit peu tous ces mécanismes qui rentrent en jeu. Pourquoi? Pour déformer le matériel, en fait le matériel de base. Non, ben, peut-être que je vais faire un sujet sur l'interprétation des rêves. Non, mardi prochain c'est les vacances. Donc mardi prochain, il n'y aura pas de direct. Je suis désolée. On va faire un petit repos, une petite pause et donc on reprendra le mardi 11 avril. D'accord? Donc on reprend, on se retrouve mardi 11 avril pour continuer avec Psychanalyse pour tous, mais on va prendre une semaine de vacances. Mais que très certainement on reprendra un petit peu pour voir certains passages de l'interprétation des rêves, qui est un texte tout à fait passionnant de ce que nous présente Freud pour nous expliquer. Donc ce système de condensation, c'est aussi un système, un mécanisme qui va être utilisé pour la formation des symptômes. C'est le même, vous m'avez donné envie de me plonger dans l'interprétation des rêves. Ben voilà, c'est ça, plongez-vous Fabienne. Oh, déçue, je comprends, hein, merci beaucoup. Alors, bonnes vacances, on vous attend avec impatience. Au revoir Isabelle, merci. Donc, moi, je continue à travailler, hein. Je continue à travailler, mais je vais prendre je vais interrompre quelques activités. Tifa, bon, au revoir Daniel, Anne, Marie-Laure. Donc à la prochaine fois. Donc on va continuer très certainement un petit peu avec l'interprétation Néléa. Je vais rêver, d'accord. Merci. Donc on va interrompre la semaine prochaine quelques activités, mais on va continuer à travailler. D'accord. Bon courage. Donc bonne continuation. Profitez bien de ce petit repos, Serge. Donc bonne continuation. Et donc au 11 avril, on se retrouve donc le 11 avril. Ok. Allez, au revoir Martine, Catherine, Stéphanie. Au revoir, bonne continuation donc et à la prochaine fois. Au revoir, ciao ciao.